Une patiente donc française contaminée à la forme cardio-pulmonaire la plus sévère. Elle est actuellement hospitalisée à l'hôpital Bichat. Elle est oxygénée grâce à un poumon artificiel. Les autres sont en observation à l'hôpital Bichat. Au total, il y a 22 cas contacts, dont une personne, on vient de l'apprendre, dans le sud de la France, qui a été emmenée par le SAMU à Marseille. Elle fait partie de ces 22 cas contacts, dont on sait qu'ils n'étaient pas tous hospitalisés, pas tous localisés jusqu'à il y a encore quelques heures. Docteur Brigitte Millot, on apprend un peu plus maintenant les contours de cette maladie qui est extrêmement grave, dont la létalité est parmi les plus élevées au monde. Pour autant, on ne peut pas dire que cette émie est en train de se diffuser de façon extrêmement importante sur le territoire français. C'est terrible ce que je vais dire, mais plus un virus est létal et mortel, moins il est contagieux par définition, puisque le réservoir meurt. C'est horrible. Donc là, on a effectivement une létalité qui est très importante. Encore une fois, on dit qu'on connaît très bien ce virus et ça a été répété pendant la conférence, c'est une bonne chose, hein. Mais c'est vrai qu'on le connaît surtout, c'est pour ça qu'ils émettent des réserves. Et moi, j'ai trouvé très bien cette manière de parler, de dire ce qu'ils savaient, mais de dire qu'ils ne savaient pas tout. Parce qu'en fait, on se base sur quoi? On se base sur une cinquantaine de cas. Les premiers cas en 95 qui ont montré qu'il pouvait y avoir une transmission d'homme à homme. Et après, il y a eu les 34 cas en 2018. Et en tout, il y a eu aussi d'autres petits clusters familiaux. Donc, on se base pour parler de la létalité, pour parler de la contagiosité sur 50 cas de cette souche de virus d'hantavirus, la souche des Andes. Donc, c'est tout ce qu'on dit, en fait, est-ce qu'on irait parler d'une contagiosité, d'une autre pathologie sur 50 cas? Donc, c'est peut-être vrai, mais c'est pour ça qu'ils émettent des réserves en disant peut-être que sur la contagiosité, ou peut-être que sur la létalité, ou peut-être que sur le moment de la contagiosité, est-ce qu'on est contagieux avant d'avoir les symptômes, dans la phase prodromique de la maladie, avant que les symptômes arrivent? Est-ce qu'on est contagieux quand les symptômes sont là? Enfin, vous voyez, il y a plein de questions qui restent encore. Si on connaît, docteur Millot, le virus depuis 30 ans, on devrait le savoir, tout ça. Alors, le virus, il a été identifié il y a longtemps. Oui, mais avec très peu de cas. Oui. En 95, il y a eu quelques cas. En 95, il y a eu 16 cas. C'est la première fois qu'on a admis qu'il pouvait y avoir une transmission d'homme à homme. Et sur ces 16 cas, 8 sont décédés. Donc c'est ce qui fait dire aussi que cette létalité est très importante. Puisque 16 et 8 cas, ça fait quand même 50%. Et ensuite, sur les 34 cas de 2018, il y a eu 11 décès. Mais peut-être aussi... J'entends. Voilà. J'entends ce que vous nous dites, vous nous rassurez, mais néanmoins, il y a une inquiétude dans le pays. On est quand même sur une phase de reconstitution des stocks de masques. On sait qu'il n'y a pas de traitement antiviral, on est d'accord? Pas de vaccin? Pour l'instant, il n'y a pas de traitement antiviral. Il y a des traitements à l'étude, évidemment. Mais le problème, c'est qu'on sait aussi qu'avec tous les virus, si on ne donne pas le traitement antiviral tout de suite, un virus, il ne pense qu'à une chose, c'est se multiplier, se multiplier, se multiplier. Donc, si vous n'attaquez pas avec le traitement antiviral tout de suite, vous n'arrivez pas à l'empêcher de se multiplier. Donc là, tout ce qu'on peut faire, c'est oxygéner les patients. C'est ce qui est fait pour la patiente à l'hôpital Bichat. Là aussi, et attendre. Juste une précision, cette phase, elle évolue pendant plusieurs jours avec des symptômes qui peuvent ressembler à tous les symptômes, c'est-à-dire une grippe, une gastroentérite, on a des symptômes digestifs, on a d'autres symptômes, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires, fièvre, etc. Et en fait, ça bascule en quelques secondes. Oui, quelques heures. C'est le cas de la patiente. Oui, elle est arrivée et en fait, elle s'est retrouvée en réanimation. C'est-à-dire qu'en fait, dès que les poumons, puisque ce sont les poumons qui sont atteints, dès que les poumons sont envahis de liquide, on bascule tout de suite en réanimation. Et c'est pour ça que sur le bateau, on n'a rien pu faire puisqu'il n'y a pas de réanimation sur un bateau. Et c'est pour ça qu'on a évacué les patients de ce bateau, parce que les y laisser, c'était les condamner, en tout cas, à y mourir. On va continuer les explications scientifiques. Juste un tout petit mot. Est-ce que vous avez été rassuré par les explications Eric Revel? Rapidement, Eric Nolot. Moi, en tant que citoyen, alors évidemment, données, la prudence des scientifiques, elle est normale. Elle est normale. Maintenant, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est ce que vous venez de répéter, docteur Millot. C'est les symptômes sont finalement assez banals. Et puis tout d'un coup, ça se dégrade rapidement. Donc, entre le temps d'incubation qui peut aller jusqu'à 6 semaines et cette dégradation rapide, c'est sûr que ça nous fait frissonner. Alors parfois, quand même, je dois le dire, j'ai entendu parmi tous les scientifiques qui se sont exprimés,
et la ministre, des éléments de langage qui me rappelaient quand même un peu le début de la crise Covid. On va en parler dans un instant, Éric Revel. Là, on part devant l'hôpital Bichat où se trouvent Augustin Donadieu et Mano Steiner. Bonsoir, mon cher Augustin. On a eu des nouvelles de la patiente hospitalisée, donc toujours dans un état grave. Et puis, il y a les autres patients, enfin, en tout cas, qui sont pris en charge à l'hôpital Bichat. On en sait plus ou pas ? Oui, alors 5 patients, vous l'avez dit, pris en charge juste derrière moi à l'hôpital Bichat. Alors ces 5 patients déjà sont tous des passagers de ce bateau de croisière. Cette première patiente qui est, vous l'avez dit, en réanimation dans un état grave, c'est ce qu'a indiqué la ministre de la Santé. Elle est à l'instant où je vous parle en train de respirer grâce à un poumon artificiel. Elle a développé une forme cardio-pulmonaire grave et vous avez 4 autres passagers qui sont eux aussi pris en charge à l'hôtel Bichat en quarantaine renforcée, qui ne présentent pas de symptômes et qui sont testés négativement. Ils sont testés régulièrement toute la journée pour évaluer si oui ou non ils ont été infectés par le virus, tout en sachant que la période d'incubation, elle est de 2 à 3 semaines. On peut imaginer qu'ils ne sortiront pas d'ici à minima avant 3 semaines de surveillance. Il y a ensuite un deuxième volet. Ce sont 8 autres Français qui, eux, étaient présents dans le vol entre l'île de Sainte-Hélène et Johannesburg. Vol également emprunté par l'épouse du patient 0, épouse qui est décédée de ce virus. Ces 8 Français qui ont été cas contact, ils ont été repérés, hospitalisés. Ils sont aujourd'hui en quarantaine renforcée. Et enfin, troisième volet, il y a les 14 autres Français qui ont été dans le vol Johannesburg, direction Amsterdam. Cette patiente, l'épouse du premier patient, eh bien, cette épouse est montée dans l'avion, mais est sortie de l'avion avant le décollage. Il y a eu donc très peu de contacts dans l'avion, mais par mesure de précaution, puisque c'est ce qui prédomine, c'est le principe de précaution. Ces 14 Français, eux aussi, ont été placés en quarantaine renforcée, dont une qui a été placée à l'IHU de Marseille. Cela fait donc 22 Français aujourd'hui sous surveillance partout sur le territoire dans un centre hospitalier et 5 Français juste derrière moi à l'hôpital Bichat, dont une qui a développé une forme grave et qui est actuellement en réanimation. On va écouter la ministre de la Santé, Stéphane Héris, qui revient sur les cas positifs actuellement recensés. Il s'agit pour l'instant uniquement de croisiéristes, c'est-à-dire des gens qui étaient à bord de ce bateau, le Hondius. On l'écoute. Au total, 22 cas contacts ont été identifiés en France. Ils ont tous été contactés, testés, hospitalisés ou en cours d'hospitalisation et font l'objet d'un suivi sanitaire rigoureux. Enfin, je veux être très claire. À ce stade, les cas positifs recensés sont exclusivement des croisiéristes présents à bord du MV Hondius. Il n'y a pas d'éléments en faveur d'une circulation diffuse du virus sur le territoire national. Voilà pour la ministre de la Santé. Docteur Millot, qu'on comprenne bien, ces cas contacts étaient dans la nature. Donc jusqu'à présent, ils étaient chez eux, à leur domicile, puisqu'ils sont en cours de transfèrement vers les hôpitaux de référence, en tout cas les centres de référence que mentionnait la ministre. Ça veut dire qu'on va les mettre dans des chambres ultra sécurisées où il y a un traitement de l'air spécifique. Donc là, ils seront évidemment très sécurisés. Mais juste avant, ils étaient chez eux, potentiellement en contact avec leur famille ou leurs proches. Oui, il a fallu les retrouver après. Il a fallu d'abord les retrouver. Et c'est assez facile d'avoir un traçage quand ça se passe dans un bateau. C'est assez facile d'avoir un traçage quand ça se passe dans un avion. Mais après, une fois qu'ils sont partis, il faut aller les rechercher. Mais c'est vrai qu'on avait au moins leur nom. On savait qui était dans cet avion. Pardon ? Ça fait 15 jours. Oui, ça fait 15 jours. Oui, mais ça fait long. Oui, mais enfin, dès que ça a été pris en charge avec le premier cas, ça a été fait. Et ça continue à être fait. Ils cherchent tout le monde. Donc, il y a eu Concarneau qui a été hospitalisé à Rennes. Voilà. Et Nice qui a été hospitalisé à Marseille. Gauthier Lebret, ça ne vous rassure pas, je le sens. C'est-à-dire que ça fait 15 jours, comme vous l'avez dit. En 15 jours, vous voyez un certain nombre de personnes. On est d'accord. Donc, ce cas contact, qui pour le moment ne sont que des cas contacts, si l'un des 22 se révèle positif à l'hantavirus, il est resté 15 jours dans la nature. Donc, il a vu énormément de monde en 15 jours. Vous voyez, je ne sais pas combien une personne classique voit de personnes en 15 jours. Mais pourquoi pas plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, potentiellement. Donc,
Voilà, C'est le scénario qui est catastrophe. on que n'en vous est nous pas là. faites là. On n'en est pas là. Gauthier. Non, on n'en est pas là, mais il ne faut pas l'exclure. On se rappelle du rassemblement évangélique d'ailleurs à Mulhouse. C'est comme ça que ça avait commencé. Mais là, on ne voit pas d'inquiétude, Laurence. Quand même. Moi, je trouve dans ce que j'ai entendu, non mais on voit que les spécialistes veulent alerter, expliquer ce qu'il faut faire immédiatement en cas de confrontation à ce virus. Mais pour autant, il n'y a pas de décision politique pour le moment. Extrêmement dure qui est prise. Si, sur les cas contacts, ils sont oui, durs. sur les cas contacts, mais seulement les cas contacts. La quarantaine Il y a est eu dure. un cas positif, mais au début, il devait rester que quelques jours. 72 Donc, il y a eu un cas positif, il y a eu changement d'attitude, et donc on les garde pendant 42 jours. Et comme un peu tous les pays européens, enfin, il y a une forme 42 jours, d'harmonisation avec des règles qui sont données par l'OMS. On les garde 42 jours à l'hôpital. Oui. 42 jours. Oui, c'est 6 semaines. On prend le maximum, le maximum de précautions, 6 fois 7, 42. Ouais. Et donc, on les garde 6 semaines. Ce que je voudrais juste dire, c'est tout à l'heure, je vous ai parlé de l'étude qui sert de référence, notamment celle en Patagonie, qui, c'est terrible parce que 34 cas, 11 décès, c'est terrible. Mais en revanche, on a réussi à stopper tout avec quoi ? Avec des gestes barrières. Ah bah oui, on va se laver les mains. Quand il y a une bonne nouvelle, il faut le dire quand même. Oui. Pour l'instant, à chaque fois qu'il y a eu des petits clusters familiaux ou autres, dès qu'on a pratiqué les gestes barrières, on a stoppé les épidémies. Sur Donc, des virus il faut aussi, moins dangereux que celui-là. il faut aussi On va le dire. quand même le dire. Éric Nolot, un tout petit mot avant qu'on fasse le point sur toutes nos questions avec Félix Perola. C'est-à-dire que moi j'ai entendu d'une part des propos rassurants, mais je crois exprimer l'idée de beaucoup de Français. On avait aussi entendu des propos très rassurants au début de l'épidémie de coronavirus. Et j'ai entendu quand même des choses moins rassurantes parce que selon les interlocuteurs, il y avait des contradictions. Parce que certains nous disaient, vous comprenez, c'est pas comme le coronavirus, on connaît ce virus. Et puis l'interlocuteur d'après disait, ben non, en fait, on ne sait pas grand-chose et ça peut prendre des formes plus agressives. Bon, le Dr Millot nous a éclairé, il se trouve qu'il y a eu assez peu de cas. Alors j'ai découvert aussi la notion de maladie tropicale négligée. Négligée. C'est quelque chose qu'on a découvert il y a 30 ans et qui n'a fait l'objet d'aucun vaccin et d'aucun traitement. C'est un peu... Parce que maladie très peu répandue, donc pas très rentable pour les labos. Il y a quand même des malades. Pour les labos. Il y a des maladresses, Eric, aussi. Attendez, et pas très occidentales comme maladie. Amérique donc, du Sud. On découvre des choses. Maintenant, moi, je ne veux pas être dans le scénario catastrophe. Globalement, je suis sorti de cette conférence de presse plutôt rassuré, mais pas entièrement. Alors, vous allez l'être quand je vais vous dire ce qu'Emmanuel Macron vient de dire en Afrique. Il affirme que la situation est sous contrôle du gouvernement. Ça ne l'a pas fait revenir, en tout cas. Non, il est resté en Afrique. Ça rassure tout le monde. Mais... Alors, un dernier mot parce que Félix nous attend. Effectivement, il y a le principe de précaution. Cette conférence de presse était plutôt de qualité. La ministre de la Santé, moi, je note qu'elle est plutôt... Elle ne fait pas de faute depuis le début, sauf une. Il y en a eu une qui a été soulignée ce matin par Laurent Tessier dans son édito. Elle va sur le 20h du service public le dimanche soir et elle dit « pas de problème de masque ». Le lendemain matin, elle fait une matinale sur France Inter. Il y a une dizaine d'heures qui séparent ces deux passages et elle ne répond plus, pas de problème de masque. Elle dit, j'ai demandé un audit. Or, la veille, il n'y avait pas de problème. Si on en est à demander un audit, évidemment, les masques, ça vous rappelle la période Covid. Et qu'est-ce qui se passe en réalité ? Il y a énormément de masques qui ont été périmés depuis la période Covid où on avait reconstitué les stocks. Donc là, elle a annoncé, elle a demandé de reconstituer à nouveau les stocks avec des masques qui ne sont pas périmés. Donc si on creuse un peu, j'ai l'impression que si demain il y avait une nouvelle épidémie, les stocks de masques ne seraient pas à nouveau achalandés comme il se doit. La Cour des comptes avait mentionné il y a quelques mois un stock de 2,1 milliards de masques. Alors peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont été périmés, mais ça nous laisse un peu voir venir. Il y a des renouvellements automatiques. Exactement. Vous restez avec nous, docteur Millot. Il est 18h28. Félix Perola est avec nous. Bonsoir, Félix. Vous nous allez répondre à toutes les questions que les Français se posent sur hantavirus. Elles sont nombreuses. Allez-y, go, c'est parti. Oui, et cette première question, quels sont les symptômes ? Les premiers ressemblent à une grippe, forte fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, mais également des troubles digestifs. La dégradation des symptômes, elle arrive dans les 2 à 7 jours. Elle peut provoquer de sévères difficultés respiratoires, voire de la détresse cardiaque. Alors, comment soigne-t-on les malades ? D'abord, on les met dans des chambres à pression négative pour parer tout risque de contagion. En quelques mots, ça veut dire que ces chambres possèdent un système de ventilation spécialisé et des filtres qui nettoient l'air. Dans ces chambres, on y installe une grosse machine qui va permettre de faire de l'oxygénation extracorporelle. Si la personne a du mal à respirer, les malades sont extrêmement surveillés. Des perfusions sanguines peuvent être nécessaires dans certains cas. Mon cher Félix, on l'évoquait il y a quelques instants, la question des stocks de masques. Est-ce qu'on a une idée précise du nombre de stocks de masques que nous avons ?
Eh bien, si on se base sur un rapport de la Cour des comptes de 2025, la France dispose actuellement de plus d'1,350 milliard de masques. En tout cas, c'était le chiffre en 2024. Parmi eux, il y a 1 milliard de masques chirurgicaux et 346 millions de masques FFP2. Merci beaucoup Félix Perrola pour ces précisions. On est avec le docteur Brigitte Millot. On a les masques, le lavage des mains, c'est tout ce qu'on a à l'heure actuelle une fois de plus sur ce genre de virus. La distanciation. Et si on a les symptômes que vient de décrire Félix, on ne se précipite pas chez le médecin en lui disant j'ai l'hantavirus. Si on a les symptômes et qu'on pense avoir été en contact avec une personne qui a pris l'avion, bien sûr que là on va tout de suite consulter. Oui, mais si on est chez nous et qu'on a vu personne qui vient de ce bateau ou pris l'avion, pas de risque. Ben non, on peut très bien avoir un petit problème, une grippe ou avoir une gastroentérite. Il ne faut pas non plus que tout le monde psychote. Sinon, vous imaginez, avec ces petits symptômes qui sont, comme tu le disais très bien, c'est vraiment banal comme symptômes au tout début. Donc il ne faut surtout pas que tout le monde psychote et tout ça. Non, il faut... Oui, la question a été posée à un des médecins sur les enfants. Est-ce que cette maladie touche les enfants? La réponse est oui. Mais de façon que même maladie, même mortalité, même, très peu de cas. En revanche, très peu de cas. Donc, alors pour revenir à l'étude de référence sur tous les cas, donc les 34 cas en 2018, il n'y avait pas eu d'enfants et il y avait pratiquement tous les âges qui étaient touchés, puisque tout le monde compare au Covid, où c'était plutôt les personnes âgées. Là, le maximum de cas, c'était entre 40 et 50 ans. Bon. Et effectivement, parmi les phrases inquiétantes qu'on pouvait relever, Eric Nolot les a relevées, on ignore complètement comment pourrait évoluer cette situation inédite. Oui. Un des pontes de la médecine qui nous l'a dit. C'est quand même une phrase qui laisse un peu rêveur, quoi. Surtout après avoir affirmé quelques certitudes quelques secondes auparavant. Ce matin, il y a un professeur de médecine qui nous a dit en off, si on détecte un cas d'hantavirus qui n'a pas de lien avec le bateau, ça part mal. Voilà. Donc c'est Qu'est-ce ça. que vous dites, la répétez? Si on détecte un cas d'hantavirus en France qui n'a pas de lien, ou par le monde qui n'a pas de lien avec le bateau, c'est là que commencera réellement l'épidémie. Et là, on ne sait pas comment ça peut se passer ensuite. Là, je précise pas d'hantavirus. Des hantavirus, il y en a en France. Oui, mais celle-là, elle est très rare, très dangereuse. Voilà. Il y a une centaine de cas en France, notamment dans le nord-est de la France. Il y a des cas d'hantavirus, mais on parle de la souche des Andes. Mais la souche qu'a contractée cette Française qui est actuellement à l'hôpital Bichat, c'est la souche cardio-pulmonaire la plus sévère, quand même, il faut le redire. Écoutons peut-être maintenant le docteur Xavier Lescure, infectiologue, justement à l'hôpital Bichat. Si on va en Amérique latine avec le virus andin, on n'a pas besoin de toutes ces précautions. Mais il y a une inconnue qui sera réglée dans quelques jours, c'est le séquençage complet du virus. Il n'est pas impossible qu'on soit en face d'un variant qui est muté, avec des mutations qui puissent toucher une augmentation de la capacité de transmissibilité. Tant qu'on n'a pas ce séquençage complet du virus et qu'on ne l'a pas matché avec le virus andin historique et qu'on n'est pas sûr qu'il y ait une cohérence, une concordance totale, on est obligé de prendre des mesures de précaution maximalistes. Une fois qu'on aura cette information, on va pouvoir dégrader les mesures de prévention dont on pense que les mesures simples et universelles suffisent. Très important, encore une fois, ce que dit cet infectiologue, il n'est pas impossible que l'on soit face à un variant qui rendrait ce virus encore plus contagieux, docteur Millot. Voilà, et on ne peut pas le dire avant d'avoir les résultats des séquençages, surtout que c'est un virus à ARN. Il y a des virus à ADN, des virus à ARN, et les virus à ARN ont tendance à facilement muter par rapport aux autres virus. Mais on rappelle que ce virus n'a rien à voir avec celui du Covid-19. N'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Et on l'a identifié d'ailleurs il y a très peu de temps. On connaît toute sa structure grâce à l'Institut Pasteur et à l'INSERM. Donc maintenant, on sait exactement de quoi il est constitué, ce qu'on ne savait pas je crois que ça a été fait en 2025 ou 2024. Donc on connaît exactement sa structure. Ok. Peut-être Eric Revel. Le point commun pour moi quand même, c'est la possibilité de mutation. Parce qu'on se souvient au moment du coronavirus, toutes les semaines, tous les 15 jours, on nous sortait un nouveau nom, nous expliquant que le virus avait muté, que peut-être d'ailleurs le vaccin ne serait pas efficace sur une nouvelle mutation. Ça, c'est quand même quelque chose, docteur, qui n'est pas extrêmement rassurant. C'est pas rassurant, mais c'est juste.
Mais on ne peut pas. Il faut être transparent, il faut le dire. Voilà, on ne peut pas le savoir. Dès qu'on aura les résultats des séquençages, on saura effectivement s'il n'y a pas une mutation par rapport au virus de référence. Et ça, il faut quoi? Plusieurs jours avant que ces résultats ne soient connus. Effectivement, ça nous rappelle quelques souvenirs. Il y a aussi la question de la coordination internationale sur laquelle insiste encore une fois Emmanuel Macron depuis Nairobi, où il se trouve. Une vraie coordination européenne, c'est-à-dire que les protocoles aillent vers des standards les plus exigeants, demande-t-il, parce que tout le monde n'a pas les mêmes protocoles. On en a parlé hier. L'Espagne n'a pas les mêmes. Les États-Unis encore moins. C'est une autre raison des rapatriements des voyageurs de ce bateau. C'est-à-dire qu'il y avait les raisons médicales pour eux qu'a évoqué Brigitte, que c'était très compliqué de les prendre en charge sur le bateau, de faire venir un bateau médicalisé, encore que pour les bateaux médicalisés. Mais l'autre raison, parce que l'OMS, on en parlait ce matin avec le professeur Megerman, avait étudié la possibilité de ne pas les rapatrier dans les pays et de les soigner autour du bateau. Et en fait, l'OMS s'est vite confrontée aux droits des différents pays, des différents ressortissants sur le bateau. Donc j'entends l'aspect sanitaire pour les personnes qui étaient coincées sur le bateau, mais ne sous-estimons pas l'aspect du droit qui allait engluer cette possibilité émise par l'OMS de confiner les personnes sur le bateau ou de les soigner toutes ensemble sur un territoire où le bateau aurait pu accoster. Et la question du droit est aussi évoquée pour les 22 cas contacts qui vont être donc confinés 42 jours. La ministre a rappelé qu'ils avaient accepté et qu'il y avait une délégation, c'est ça, Louis, d'une loi qui permet de les maintenir, en gros, enfermés pendant 42 jours. Hein. Enfermés, elle a quand même précisé que tous l'avaient fait de manière volontaire. Oui, donc mais s'ils n'avaient pas voulu, c'était la même chose. Bon, après, je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes cas contact, vous avez plutôt envie d'être pris en charge que de rester Quand on connaît la létalité de la maladie, on n'a pas envie de rentrer chez soi. Hein. Oui, mais là, ils étaient chez eux. Ils étaient chez eux, ces gens-là. Ils étaient rentrés chez eux depuis une dizaine de jours. Ce que je veux dire, c'est quand on connaît maintenant une personne qui sait qu'elle est à risque d'avoir ce virus, je pense qu'elle ne pense qu'à une chose, c'est être à l'hôpital, dans un hôpital bien équipé. On sait qu'en 3 jours, on peut mourir. Et certains ont peut-être appris qu'ils étaient cas contact. Hein. Ils ne savaient pas forcément qu'ils faisaient partie des 22. Donc il y a certaines personnes qui l'ont appris au moment, dans les heures qui viennent de s'écouler. Allez, dernier extrait que je voulais vous faire entendre, c'est le professeur Antoine Flao, qu'on connaît bien, on l'a beaucoup vu pendant le Covid, un épidémiologiste. Il explique que c'est une situation exceptionnelle et inédite. Mesdames, Messieurs, je trouve que la situation est assez exceptionnelle et assez inédite. Alors, le fait que 10 jours après la notification à l'Organisation mondiale de la santé, on se retrouve dans cette salle avec autant d'affluence, de préoccupations, d'intérêt. Pourquoi elle est inédite? Parce que de mémoire de chercheurs, je n'ai pas retrouvé d'autres émergences épidémiques dans cette situation très particulière qui se trouve dans un bateau confiné, dénombrable. Voilà pour le professeur Antoine Flao. Brigitte Millot, vous me parliez de cette patiente hospitalisée à Bichat, c'est ça? Expliquez-nous. Oui, et en fait, au tout début, ils ont pensé qu'elle était dépressive, parce qu'elle disait « je suis un peu fatiguée, je me sens pas bien », etc. Donc, d'où la difficulté au début d'y penser. Maintenant, on y pensera, hein, mais il ne faut pas y penser non plus parce qu'on est fatigué, parce qu'on a mal à la tête, encore une fois. Il faut raison garder. Voilà. Il y a l'aspect politique aussi, Louis de Ragnel. Expliquez-nous un peu la dimension politique de cette affaire d'hantavirus. Ce qu'on voit, c'est que Sébastien Lecornu a voulu communiquer, faire preuve de transparence, jouer la carte de la transparence dès le début, pour surtout qu'on ne puisse pas lui reprocher d'avoir traîné, d'avoir eu un peu mis trop de temps au démarrage. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Sébastien Lecornu, c'est pas lui qui s'exprime, donc il essaye vraiment de prendre ses distances, et c'est la ministre de la Santé qui va porter ce sujet pour le moment. Mais on voit bien, et d'ailleurs quand on appelle les uns et les autres dans les entourages de ministres, à l'Élysée, à Matignon, tout le gouvernement a basculé en mode un peu gestion de crise. C'est-à-dire que tout maintenant est focalisé. Et là, il y a une réunion en ce moment même, voilà. Je crois, à Matignon. Et avec énormément de gens, ce qu'on appelle l'interministériel, vous avez tous les directeurs d'administration. Parce que, vous savez, là, pour l'instant, on a l'impression que il y a juste un côté santé, mais en fait, tous les préfets de département sont mobilisés, vont faire des points avec les hôpitaux, avec les ARS. Bref, il y a toute la machine de l'État qui est en train de basculer pour être prêt, pour essayer de se tenir prêt. Et ensuite, pour terminer, il y a quand même une option, parce qu'on entend, il y a plein de gens qui, évidemment, en entendant ce type de conférence de presse, pensent au confinement. Il y a une option que le gouvernement ne peut pas trop se permettre, c'est le confinement, parce qu'à l'époque, souvenez-vous, il y avait le quoi qu'il en coûte, et aujourd'hui, on n'a absolument pas les moyens
de financer un quoi qu'il en coûte. Donc, on verra ce qui se 14 milliards passera. pour l'Afrique. Après, moi, j'espère, je suis plutôt un optimiste de nature. Donc, ça se trouve, dans 2 semaines, ce sujet sera derrière nous. Brigitte Millot, Alors, docteur. Je reviens sur la létalité qui a été établie. C'était aussi dans des villages qui n'étaient pas équipés médicalement. Quand on est dans un hôpital où il y a une réanimation, donc peut-être que la létalité va tomber et sera moins importante. Je voudrais préciser aussi qu'il y avait quand même 147 personnes sur ce bateau. Non, mais le nombre. Et il y a toujours 23 personnes sur le bateau qui doivent rentrer à Amsterdam. Il y a tous les membres d'équipage qui retournent avec le bateau à Amsterdam aussi. Il faut penser à ces 23 passagers. Mais et il y a aussi 2 personnes médicales qui les accompagnent. Mais on reste... on ne va pas affoler les gens. Les 22 cas contacts aujourd'hui ont tous un lien direct avec le bateau. Tant qu'on ne sort pas de ce cadre-là, et l'avion, oui, mais donc aussi par dériver le bateau. Donc ça veut dire que tant qu'on ne sort pas de ce cadre-là, il n'y a pas de... le virus ne se répand pas de façon incontrôlée. Voilà, il ne faut pas mélanger les choses. Ce sont 2 virus différents, avec des contagiosités différentes, avec des létalités aussi différentes. Et à chaque fois qu'il y a eu des épidémies, on a réussi, grâce aux gestes barrières, à les stopper. Bon, allez,